Ah bien, merci merci à Gabi, à Paul et Woodley pour les questions. Donc, je commencerai par la question de Gabi, parce que la question de Gabi est juste basique. Donc, Gabi, pour parler de dynamique, en fait, Gabi nous a demandé en fait, quand est-ce qu'on peut parler de dynamique de groupe. Donc, pour parler de dynamique de groupe, il faut parler d'un ensemble de phénomènes observables dans les groupes. C'est-à-dire quand on a entre 4 à les personnes qui se réunissent autour d'un objectif commun qui forme un groupe. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur, par exemple, euh, tout et tout, c'est-à-dire tout le mécanisme, tous les mécanismes observables, les jeux de pouvoir que vous observez, les formes de communication qu'on utilise au moment, d'accord, de ces assemblées, en fait, font partie de ce qu'on appelle dynamique de groupe. Donc, en d'autres mots, la dynamique de groupe, c'est réellement l'ensemble de phénomènes observés à l'intérieur d'un groupe pendant euh, des séances pendant les assemblées. Parce que pourquoi j'insiste à dire que d'abord, les dynamiques des groupes, Gabi, s'observent dans les groupes restreints. Ça, c'est important. Donc, c'est des phénomènes qu'on observe dans des groupes restreint. C'est-à-dire, s'il ne s'agit pas d'un groupe restreint, c'est-à-dire s'il s'agit de ce qu'on appelle d'un grand groupe, d'accord? On ne peut pas parler, on ne peut pas parler de dynamique des groupes. Donc, ça, c'est un point important. Donc, pour parler de dynamique des groupes, il faut vraiment qu'il y ait un nombre de personnes, d'accord, restreint, c'est-à-dire entre 4 à entre 4 à 20 personnes qui se réunissent, d'accord, et qui ont des objectifs communs. Donc là, je pense que j'ai répondu plus ou moins à ta question. Et puis, je crois que j'avais une question de Wadley qui me disait la non-conformité, comment la non-conformité pourrait participer en fait, à dynamiser le groupe. Je le dis comme ça. Donc, moi, je pense que, écoute, ça va de soi. D'accord? Parce que quand on parle de non-conformité, on parle de comportements atypiques, d'accord, où des individus essayent de ne pas suivre ce qui devrait être conforme, d'accord, les valeurs, les règles, et puis, donc, ça participe à la dynamique de groupe parce que c'est en soi une manière d'évaluer ce qu'on appelle euh, la ténacité du groupe, d'évaluer la capacité de résilience du groupe. D'accord? Parce que les groupes, écoute, les groupes, tout comme les individus, les groupes ont une vie. C'est-à-dire les groupes naissent, les groupes grandissent et les groupes meurent. Écoute, si on prend Tropicana comme groupe, d'accord? Donc, même là, je parle d'un groupe, vous comprenez, musical, d'accord? Donc, ça a été créé, d'accord, pendant un temps, il y a la naissance de Tropicana, d'accord? Donc, écoute, ça a passé à travers les ans, d'accord? Donc, aujourd'hui, on fête, je sais pas, peut-être plus de 70 ans. Écoute, c'est juste pour vous dire que ça a une durée. D'accord? Donc, ça passe par l'épreuve du temps. D'accord? Donc, écoute, les groupes aussi ont des expériences. C'est-à-dire, tout comme un individu, après 30, 40, 50 ans, en tout cas, après un nombre de temps, d'accord? Tous les individus, ils comptabilisent un peu d'expérience, hein, si on peut le dire comme ça, dans un langage un peu gestionnaire. Donc, pour dire qu'on comptabilise de l'expérience, on a acquis un certain nombre d'expériences. Donc, les groupes aussi, ça arrive. Donc, c'est pour ça, par exemple, quelqu'un qui a fait un comportement de non-conformité ou, ou quelqu'un qui est, enfin, qui n'est pas capable de suivre des règles, par exemple, serait très difficile, serait très mal à l'aise dans des groupes qui sont très
je dirais, sévère sur les règles, ou du moins en fait, parce que vous savez, en fait, tous les groupes, en fait, ne sont pas au même niveau par rapport à ce qu'on appelle le respect de ses propres règlements. Donc, en fait, j'ai pris Tropicana comme groupe, mais je pourrais prendre d'autres groupes, d'accord? Euh, que ce soit des communautés de quartier, des groupements de paysans. Donc, il y en a qui sont plus stricts, il y en a qui sont moins stricts. Donc, mais ce qu'on a compris, plus le groupe, d'accord? Et Professeur, oui, oui, alors j'ai une question. oui, mais est-ce que tu peux garder la question et puis, s'il te plaît, garder la question et puis, à moins que ça soit exactement ce qu'on est en train de dire. Euh, Mais ok, sinon, après, ouais, je vais tu poser une peux question garder la après. question et puis, là, oui, oui, merci beaucoup. Donc, D'accord, je vais écrire. merci Merci. beaucoup. Donc, c'est juste pour vous dire que, donc, quand on parle de dynamique de groupe, là, donc, on parle vraiment de beaucoup de choses en même temps. Et la question de Novens, en fait, on va revenir sur la question de Novens, mais je vais vous répondre de manière brève et rapide, mais je vais y revenir au cours de la séance. Donc, un groupe. Donc, quand on parle d'un groupe, on parle de sentiment d'appartenance. Ça, il faut le savoir. Quand on parle d'un groupe, on parle de sentiment d'appartenance, on parle d'objectifs qu'on a en commun, d'accord? Tandis que, euh, tandis que pour une foule, d'accord, on se trouve, c'est intéressant, on se trouve à un même endroit, mais on n'a pas forcément de sentiment d'appartenance. On n'a pas forcément de sentiment d'appartenance, on n'a pas forcément de choses, euh, genre une vision qui nous lie, d'accord? On n'a pas forcément ça. Donc, c'est un ensemble de personnes qui se trouvent dans un même espace, d'accord? Et de manière spontanée, et c'est toute la grosse différence qui existe entre ces deux structures. D'accord? Le groupe généralement n'est pas spontané. Je dis généralement, c'est-à-dire le groupe a été fondé, il y a une charte, il y a, il y a des règles, d'accord? En fait, on signe pour être membre, parfois on cotise aussi, on donne des cotisations en tant que membre du groupe. Donc, on sait on a le droit de faire ça. Et si on ne fait pas ça, on peut aussi, écoute, vous remercier dans le groupe. C'est-à-dire, on vous dit, écoute, vous n'êtes plus membre du groupe, d'accord? Donc, on peut vous renvoyer. You can get fired. C'est-à-dire, en fait, tandis que dans une foule, personne ne peut t'envoyer dans une foule. Donc, on ne peut pas t'envoyer. Donc, on ne peut pas t'envoyer dans une foule. C'est parce que la foule, en fait, en fait, ça, comment je peux dire ça? Euh, Ça se passe là, d'accord, de manière spontanée. Donc, en fait, il y a une intelligence de foule aussi, c'est-à-dire un peu quelque chose qui se dégage qu'on ne peut pas contrôler. Donc, on ne parle pas de dynamique de foule. Donc, c'est pour ça qu'on parle de dynamique de groupe, parce que ça semble un peu plus intelligence qu'on observe dans les groupes que dans les foules qui est un peu plus spontanée, euh, plus émotive, moins contrôlée et plus difficile à contrôler également. Donc, c'est-à-dire, on peut partir de ça pour dire que il y a beaucoup de différences entre euh, ces deux éléments-là. Bien. Maintenant, quand on parle de relations de couple, c'est-à-dire A, je pense que vous pouvez le voir, A et B. Entre A et B, est-ce qu'on peut parler de dynamique de groupe? Non, on ne peut pas parler de dynamique de groupe. Parce que, selon moi, une relation de couple n'est pas un groupe. Une relation de couple n'est pas un groupe. Donc, même à partir d'une relation entre A, B et C, on ne peut pas
en tout cas, très peu d'auteurs acceptent qu'on peut parler de groupe à partir de trois. Donc, généralement, en fait, ils s'entendent pour dire qu'à partir de quatre personnes, les relations sont plus complexes. Les relations deviennent plus complexes, d'où on peut commencer à parler de couple. C'est-à-dire, dans une relation de couple, on est conscient qu'il y a une certaine complexité. Donc, complexité dans le contexte, dans le sens même de Mourin, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui sont tissés ensemble, enfin, d'accord, et qui forment un tout, d'accord, qui est complexe, c'est-à-dire qui n'est pas compliqué, mais qui est complexe dans la mesure où, c'est-à-dire, on sait que c'est A et B, mais ce qui se dégage, c'est-à-dire la relation de couple, est un exemple de complexité, mais ce n'est pas suffisant, une relation de couple, pour parler de dynamique de groupe. Donc, en fait, un groupe, en fait, un couple, là, on peut parler de binôme, d'accord? Là, mais on ne peut pas parler réellement de groupe, donc il n'y a pas suffisamment d'éléments, d'accord, qui entrent dans, 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 euh, de la dynamique pour parler réellement de dynamique de groupe. Donc, maintenant, si on prend cette relation-là, par exemple, c'est-à-dire la relation A, B, C, donc, on voit, par exemple, il y a plusieurs relations possibles, d'accord? Donc, on pourrait éventuellement commencer par parler de relations de groupe. On peut parler de relations de A, d'accord? Et A, d'accord? Et de C, d'accord? A peut avoir une relation avec B, B également peut avoir une relation avec C. Donc, c'est-à-dire ça commence à être complexe. Ça commence à être complexe. Donc, A peut vouloir, il veut être avec B, mais cependant, B ne veut pas être avec A. B préfère être avec C et C, lui, préfère être avec A. D'accord? Et A ne veut pas être avec C, etc. Donc, on verra donc, dans la relation, en fait, dans ce sociogramme de Moreno, comment, donc, il faut qu'il y ait plus d'éléments possibles, plus de relations possibles, donc, pour parler réellement de ce qu'on appelle de relations. Mais certains auteurs nous disent, certains auteurs aussi disent, écoute, à partir de trois, donc ça commence à être quand même complexe parce que imaginez-vous que A peut vouloir avoir, écoute, A voudrait aller dans, dans au bal des AFM avec B, mais B, en fait, ce qu'il souhaite, c'est peut-être aller avec C. Donc, et C peut vouloir aller avec A et B en même temps, donc, etc. Et B et C, sûrement, peut-être que B voulait aller avec C, mais C, donc, ne souhaite pas aller avec B, et C préfère A. Donc, ce niveau de complexité, donc à partir de ça, on peut commencer à questionner, d'accord, en fait, de manière objective, on peut commencer à parler de dynamique de couple, mais là encore, donc, comme je vous l'ai dit, écoute, c'est pas, tout n'est pas donné. Donc, maintenant, pour parler de dynamique de groupe, là, je réponds un peu à la question de Gabi. Donc, pour parler de dynamique de groupe, il y a des critères objectifs, d'accord? Donc, il y a des critères objectifs. Donc, il y a des critères objectifs, il y a des critères subjectifs. Donc, parmi l'un des critères objectifs, on parle d'un ensemble d'individus en interaction, comme vous le voyez ici. Donc, un ensemble d'individus en interaction. Il faut qu'il y ait un ensemble d'individus en interaction. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'avoir un ensemble d'individus dans un milieu X. C'est pour ça qu'on a parlé tantôt, quand on parle de dynamique de groupe, on disait qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le here and now, ici et le maintenant en assemblée. Mais d'autre part, il faut qu'il y ait aussi une relation entre ces individus. Ces individus, est-ce que ces individus parlent? Est-ce que ces individus développent des liens entre eux? Est-ce que ces individus ont des choses en commun?
de quoi ces individus parlent. Donc, tout ça, c'est des éléments qui nous montrent que qu'on peut dire, écoute, il y a une dynamique de groupe quand on voit et toutes ces choses-là. Par exemple, dans certains groupes que j'ai eu la chance de visiter, on a l'impression, euh, pendant un instant, en fait, tout le monde parle avec tout le monde. Écoute, écoute, et c'est bruyant. Écoute, c'est-à-dire, écoute, vous sentez que c'est chaud. Donc, tout le monde parle avec tout le monde. Écoute, c'est chaud, tout le monde parle. Donc, et puis, pendant le temps, on dit, OK, silence. Vous sentez que c'est la nécessité parfois d'avoir un break, de faire silence. Donc, mais c'est juste pour vous dire que quand c'est comme ça, c'est pas un élément mauvais dans la mesure où, c'est-à-dire, c'est parce qu'il y a des interactions, parce que en fait, l'un des moyens l'un des moyens de le savoir, une des façons de le savoir, c'est vraiment à travers les discussions, à travers les jasettes qu'il y a entre les gens. Donc, on peut savoir que écoute, ça marche entre, du moins, c'est que les gens parlent dans ce groupe. Donc, mais tout le monde ne parle pas avec tout le monde forcément dans le groupe. Donc, en fait, il y a ce petit bonhomme qui préfère parler avec Madame X et Madame X, en fait, aime jaser avec lui. Donc, parfois, c'est parce qu'ils ont des intérêts en commun, ou du moins ils partagent certaines valeurs qui sont supra par rapport au groupe, c'est des qui dépassent les valeurs du groupe. C'est-à-dire, oui, on est dans un groupe pour, on va dire ça, dans un comité de quartier, d'accord? Mais étant donné que je suis enseignant et Madame X, Y est enseignante. Donc, il se pourrait bien qu'on a toujours des petites jasettes ensemble. Donc, oui, on est d'accord avec tout ce qu'on dit dans le groupe, on est d'accord, on apporte ses idées, etc. Mais entre ces deux personnes-là, ou entre ces trois-là, donc, c'est-à-dire, en d'autres mots, à l'intérieur des groupes, il y a toujours de micro-groupes qui se créent et ces micro-groupes se créent soit à partir des sous-comités, parce que c'est des sous-comités qui travaillent sur des choses ensemble. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont des objectifs un peu plus en commun. C'est-à-dire si ce micro-groupe travaille un peu sur on va dire, sur des aspects financiers, d'autres travaillent sur d'autres aspects, mais aussi parfois tout simplement parce qu'on travaille, c'est pas parce qu'on travaille sur des choses en commun, mais c'est parce que tout simplement, écoute, on se retrouve mieux ensemble. On se retrouve mieux ensemble. Écoute, moi, quand je suis dans ce groupe-là, en fait, j'adore discuter avec un tel parce qu'un tel a des bonnes idées, ou un tel, pas parce qu'il a des bonnes idées, parce que tout simplement, il me fait tout le temps rire. Donc, on a toujours des raisons et ce n'est pas, enfin, c'est pas connu d'avance. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est important quand on étudie en groupe, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on cherche à savoir, parce qu'il y a tellement de choses possibles à étudier dans un groupe, que ce soit au niveau de la structure politique, que ce soit au niveau de la hiérarchie, de l'organigramme du groupe, que ce soit au niveau de la communication formelle qui se passe dans les groupes, la communication informelle aussi qui se passe dans certains groupes, ou le leadership, c'est-à-dire qui, le plus souvent, arrive à devenir, je dirais, président de ce groupe ou arrive à des postes. Tout le monde n'arrive pas, ne peut pas arriver à des postes dans certains groupes. Donc, même si le groupe est démocratique, donc, sauf que, par exemple, même si c'est démocratique, on ne va pas voter pour Jean-Marie. Donc, parce que tout simplement, écoute, personne ne voudrait que ce soit Jean-Marie qui arrive à la direction, pas parce que Jean-Marie n'est pas un homme intéressant ou parce que Jacqueline n'est pas une femme intéressante, mais parce que tout le monde sait, écoute, écoute, non, on ne veut pas d'elle, ou on ne veut pas de lui, etc. Donc, et en même temps, écoute, il se pourrait bien que ce ne soit pas la personne la plus populaire qui arrive à accéder donc, en fait, au sommet des groupes, de la hiérarchie. Donc, il y a d'autres critères parfois qu'on ne sait pas, mais qu'on ne peut pas nommer maintenant, mais qui peuvent surgir donc, pour des raisons qu'on ne peut, on sait, parfois qu'on ne sait pas. On peut prendre un exemple. Quelqu'un qui finance un groupe, quand je dis financer un groupe, donc moi j'ai en tête les groupes dans les églises protestantes ou même dans les églises catholiques, c'est-à-dire, ou peut-être dans des comités de quartier, dans des groupes de quartier, des groupes de paysans.
Écoute, on peut voir, il y a quelqu'un, c'est lui, là, quand on se rend compte, c'est lui qui finance, je veux dire, je sais pas, qui achète pour le groupe, ou si le groupe a besoin des t-shirts, des maillots, des chandails, c'est cette personne-là qui peut, écoute, donner de l'argent qu'on puisse imprimer des maillots, par exemple, ou pour imprimer un drapeau pour le groupe. Et ces personnes qui financent là, ces personnes-là ont un droit de veto parfois dans les groupes. Ont un droit de veto inconsciemment ou consciemment. On sait que par exemple, cette personne-là parfois est importante. Cette personne-là est importante parce que cette personne a une capacité de financement. Donc, là, je parle dans le contexte haïtien qui est un contexte un peu très précaire aussi. Donc, peut-être dans d'autres contextes ou dans d'autres groupes où en fait, les groupes sont financés, où les groupes trouvent d'autres sources de financement ou n'acceptent pas de financement personnel par des membres qui sont à l'intérieur du groupe. Aussi, on peut éviter ces biais. Donc, c'est important moi, je pensais que c'était très important de vous en dire beaucoup dessus. Donc, on parle des rapports sociaux caractéristiques et éthiques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en fait, dans les groupes, dans certains groupes, surtout des groupes de jeunes, on interdit, par exemple, que des gens qui sont dans le groupe puissent, deviennent amoureux ou puissent être en relation. Il y a des codes d'éthique qui évitent ces genres de situations parce que tout simplement, et ces autres formes de relations, en fait, vont quand même, en fait, risquent de changer beaucoup de choses. Quand il y a l'amour qui rentre en jeu, donc on risque de voir la fin du groupe. Donc, et, et puis, d'autres groupes pensent que parce qu'on est dans ce groupe, on est considéré comme frère et sœur, du coup, on n'a pas le droit d'avoir des relations d'amour, mais aussi c'est parce que quand on a des relations d'amour, il y a des jeux d'intérêt, donc il y a des conflits d'intérêts qui entrent en jeu. Donc tout ça, c'est des choses qu'on évite le plus souvent parce que tout simplement, écoute, une fois que ça dérape, on ne peut plus la rattraper. Donc, une fois que ce train dérape, donc c'est pour ça, dans les groupes, on essaye vraiment de faire en sorte que, donc, à travers ces principes, à travers ces codes, écoute, c'est les valeurs du groupe. On dit que si deux personnes dans le groupe sont en amour, il faut que l'un d'entre eux laisse le groupe, d'accord, ou les deux laissent le groupe. Il y en a d'autres, dans d'autres groupes, ça ne pose pas problème. Donc, tout dépend de la nature du groupe, tout dépend aussi de l'objectif du groupe. Qu'est-ce que les gens se donnent comme objectif, comme vision? Écoute, parce que ce qu'il y a quand on est ensemble, il se dégage ce que moi je crois être une intelligence collective. Donc, si on est conscient que ça, c'est quelque chose qui peut poser problème, écoute, on est d'accord dessus. Donc, ça ne marchera pas, ça ne marche pas. Donc, et parfois, même si on dit que ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Donc, il y a des gens aussi qui, quand même, écoute, ils vont être ensemble. Donc, on ne va pas le savoir pendant un temps. Et pendant un temps, on va le savoir. Et puis, écoute, s'ils doivent laisser le groupe, ils vont laisser, etc. Donc, c'est juste pour vous dire que en fait, rien n'est prévu d'avance quand on a affaire à des humains. Donc, on peut toujours mettre des balises, on peut toujours, écoute, se donner des objectifs. Mais écoute, parfois, on peut passer à côté de tout ça. Et mais on peut aussi s'ajuster à mesure qu'on avance, à mesure qu'on grandit, à mesure qu'on essaye d'apprendre des choses. Parce que les groupes, comme on l'avait dit tantôt, les groupes, écoute, dans les groupes, on apprend. Et les groupes apprennent aussi. Étant donné que le groupe a une vie, quand je dis le groupe est une entité vivante, et en tant qu'entité vivante, le groupe apprend. Le groupe apprend de ses expériences, d'accord? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une mémoire collective dans les groupes.
Donc, on sait que, écoute, une fois, on a failli, écoute, perdre notre président à cause de telle situation où le groupe a failli euh, disparaître. Donc, écoute, c'était telle situation qui était en cause. Donc, désormais, voilà comment on va faire pour régler tout ce qu'il y a de financier dans le groupe. Donc, on va faire en sorte que ça se passe comme ça parce que tout simplement, donc, la dernière fois qu'on a fait ça comme ça n'a pas marché. Donc, on fait en sorte de respecter plus ou moins des principes. On se fixe des principes. En même temps, parfois, au fur et à mesure, on essaye de s'ajuster, on essaye de se donner d'autres objectifs, de fixer d'autres objectifs et d'imaginer en fait, d'autres façons de gérer le groupe. Donc, c'est très important. Mais on a parlé des critères objectifs tels que les interactions entre les membres du groupe et on dit aussi des gens ayant entre eux des rapports sociaux qui sont caractéristiques, c'est-à-dire on doit pouvoir définir ces rapports, mais ces rapports aussi généralement sont plus ou moins faits. Mais dans la pratique, on voit aussi, écoute, ça bouge beaucoup, c'est fluide, d'accord? Donc, c'est pour ça, dans les groupes, en fait, quand on gère un groupe, il faut apprendre à s'adapter, d'accord? Il faut apprendre à écouter aussi les besoins des membres, parce que c'est les membres, parce que le groupe est créé pour les membres. Donc, les membres ont besoin de participer dans les décisions, dans les prises de décision, mais aussi quand on doit revoir les principes, les règles. Donc, c'est important de consulter les membres. Donc, maintenant, on parle des critères subjectifs dans ce qu'on appelle pour parler d'un groupe ou pour parler de dynamique d'un groupe. Donc, les individus se définissent eux-mêmes comme membres du groupe. C'est-à-dire, si je ne me vois pas comme membre du groupe, en fait, même si vous me considérez comme un membre du groupe, ça ne fait aucune différence. Donc, les individus doivent, d'accord, se percevoir comme membres du groupe, c'est-à-dire il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance. Donc, pour revenir à l'identité collective, il faut qu'il y ait une identité collective et je me sens appartenir à ce groupe, d'accord? Et je m'adhère à ses valeurs, et à ses manières de faire. Donc, quand on me voit, on voit le groupe quelque part. Donc, ça, c'est des éléments très, très importants. Donc, mais de plus, les gens en interaction sont définis par les autres aussi dans les groupes, par les membres et les non-membres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence entre un membre de MEJ ou Kiro ou de non-membres? C'est-à-dire, il y a des différences. Quand on est membre de Kiro, quand on est membre de MEJ ou quand on est membre de bataillon de l'Église baptiste, il y a une manière de se comporter. On dit voilà comment ça se fait, voilà comment on se comporte quand on est dans la rue, quand on est, etc., etc., etc. Un membre de bataillon, ça ne fait pas ça. D'accord? Un membre de Jeunesse Adventiste, ça ne fait pas ça. Donc, ça se comporte comme ça se comporte comme ça. C'est-à-dire, il y a des chaînes. Donc, on essaie de mettre les gens dans des paliers. On se comporte comme ça. Si on est, et cela se passe, par exemple, pareil pour les groupes ou les groupes, les corps, les sociétés secrètes, dans le vaudou, par exemple. Donc, quand on est membre de Bizango, donc, il y a une manière de se comporter. Un Bizango ne fait pas ça. Un Bizango doit faire ça. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on est membre d'un groupe sans savoir, d'accord, au préalable ou après, donc, les rituels du groupe, d'accord, les manières de se comporter. Donc, tout ça, donc, mais il faut aussi que je me reconnais comme membre de tel groupe. Donc, ce n'est pas seulement le fait de dire qu'on est membre, mais il y a une manière de se comporter, il y a une manière d'être, c'est-à-dire il y a le sentiment d'appartenance. En fait, tout ce qui fait tout ce qui fait la différence, on va le dire comme ça, entre les membres et les non-membres. Donc, c'est très important. Donc, pour vous dire que on n'est pas membre de fait d'un groupe, donc ça se cultive. Ça se cultive. Donc, le membership, ça se cultive. Il y a une manière de se comporter, une manière d'être, d'accord? Donc, quand on adhère au groupe, on adhère aux valeurs
d'accord, on adhère à la vision du groupe. Bien. Maintenant, euh, là, je reviens à la question, euh, je crois que c'était de Novens. Donc, le Centre national des ressources textuelles et lexicales définit la foule comme la presse qui résulte de la présence d'une multitude de personnes en un lieu donné, en un même lieu. C'est-à-dire la presse qui résulte, c'est-à-dire ce qui se dit maintenant, d'accord? Genre, on crie, voulez parler, faut l'aller, d'accord? Ou Abba, Ariel, Abba, et XY, etc. Donc, c'est-à-dire la foule, d'accord? Donc, c'est la presse qui résulte de la présence de ces personnes. C'est-à-dire ce que font actuellement ces personnes, d'accord, qui se réunissent, qui sont toutes, en fait, qui ont encore d'une voix commune, disent quelque chose, et, et vous le savez, par exemple, donc, la foule, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme genre la foule, on dit la foule n'a pas de conscience. Donc, le- la foule, c'est c'est- c'est quelque chose d'irresponsable aussi. La foule n'est pas responsable, tandis que le groupe est responsable. Donc ça, tout ça, c'est c'est très intéressant. Donc, mais en sociologie, donc on essaie un peu plus de définir le groupe d'individus, d'accord? En fait, la foule comme un groupe d'individus qui considéré comme un être collectif, d'accord? Comme un être collectif ayant une unité psychologique et sociale et des caractères propres. Bon, maintenant, la loi de l'unité mentale des foules, énoncée par le sociologue Gustave Le Bon, diffère la foule du groupe. En effet, chaque personnalité individuelle s'évanouit au profit de l'âme de la foule. C'est-à-dire, aucun individu n'est responsable quand il est dans une foule. C'est comme, genre, en fait, pour autant de Gustave Le Bon, en fait, la personnalité de chacun s'évanouit au profit de l'âme du groupe, de la foule, pardon. Donc, c'est la foule qui résonne. Donc, tandis que dans un groupe, c'est parce que la personnalité individuelle en fait, ne s'épanouit pas. Au contraire, en fait, c'est comme genre, il y a, on va dire, euh, on va dire une rencontre, on va dire, en fait, des interactions, des échanges, d'accord, entre des personnalités qui sont plus fortes, plus faibles, etc., des personnalités qui étaient faibles qui deviennent plus fortes. Donc, dans les interactions, c'est pour ça qu'il y a une dynamique de groupe. Donc, tandis que dans la foule, en fait, c'est plus difficile de parler de dynamique. Naturellement, il y a des personnes qui ont le don d'animer des foules, on ne le dit pas, mais on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle, on ne peut pas se donner une garantie que, écoute, on va ramener la foule à l'ordre ou en fait, ou à le diriger. Non, on ne peut pas, on ne peut pas être certain on ne peut pas être certain de tout ça, mais dans un groupe, on peut le faire, mais dans une foule, c'est beaucoup plus problématique. C'est pour ça que la foule se diffère totalement du groupe. Donc, on parle de l'hétérogénéité de la composition de la foule qui est une caractéristique importante aussi. Donc, euh, il existe une réelle pensée collective qui se dégage dans la foule. Donc, quoique chacun a un niveau ou a un degré d'intelligence différent, a des formations écoute, différentes, donc, cependant, l'effet de masse, d'accord, amène à ce qu'on appelle à une sorte de pensée collective. Donc, quand on est dans la manifestation, donc, en fait, toutes les théories, ou du moins tout, en fait, tout ce qu'on est, en fait, on va dire, s'estompe pendant un instant.
Et on répète, on peut répéter des choses et c'est après quand on se regarde, on se dit, mais écoute, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, et moi, je connais des gens qui disaient, écoute, ils ne savaient même pas quand il avait pris écoute, une pierre, en fait, des pierres pour jeter soit sur des immeubles, soit sur d'autres, mais parce que tout simplement, en fait, au moment qu'on est en pleine action, c'est-à-dire, je ne vais pas dire qu'on n'est pas responsable, mais c'est comme genre, c'est la foule qui résonne. La foule qui résonne et c'est beaucoup plus difficile de prendre distance quand on est sous la pression de la foule, parce que tout le monde le fait, c'est comme si, si tout le monde le fait, c'est correct. En fait, on n'a pas, on n'a pas le temps de prendre le recul pour comprendre que donc peut-être qu'on ne devrait pas faire ça, peut-être qu'on devrait faire mieux. C'est-à-dire la foule ne réfléchit pas. La fait, et si ça réfléchit, écoute, ça réfléchit parfois, écoute, très mal. Donc, c'est juste donc, pour vous dire que d'abord, la foule, c'est spontané. D'accord. Il y a la spontanéité qui caractérise la foule. Donc, les gens, en fait, il peut se dégager en leadership dans la foule. En fait, il n'y a rien contre, mais on n'est pas certain de pouvoir contrôler donc, les gens, la masse, toute cette masse de personnes donc, qui participent à cet événement ou à cette chose-là. Donc, pour revenir on disait dans la relation de couple, hein, que le nombre d'interactions ne nous permet pas de parler de dynamique de groupe, d'accord? On dit pour parler de dynamique de groupe, il faut qu'il y ait un nombre restreint, c'est-à-dire on peut parler de dynamique de groupe dans des groupes restreints. On disait aussi que dans les groupes restreints, on parle généralement, en fait, un groupe qui se compose entre 4 personnes à 20 personnes. J'allais dire aussi que pour certains, ça va être genre 4 3 à 15, d'accord? Donc, en fait, ce qu'il faut mettre en tête, c'est que au-delà de 20, on parle de groupes secondaires, et dans les groupes secondaires, c'est plus compliqué de parler de dynamique de groupe, donc, parce que les relations commencent à être un peu, je dirais, trop intenses, il y a trop de possibilités de relations possibles, donc, et puis c'est je veux dire, plus organisé en fait, on va dire, c'est en fait c'est plus organisé, mais c'est plus hiérarchique. On va dire plus ça plutôt. C'est plus hiérarchique, pas plus organisé, beaucoup plus hiérarchique. Donc, parce que tout simplement, c'est plus complexe en fait, d'établir des relations avec 20 personnes que d'établir des relations avec 10 15 personnes. Donc, d'établir des relations avec 30 40 personnes. Donc, ça commence à être compliqué quand on est à partir de ce nombre-là. Bien. Donc, maintenant, quand on parle de groupe primaire, par groupe primaire, on désigne les groupes qui se caractérisent par les relations de coopération, d'association, de face à face marquées par la familiarité. C'est-à-dire, quand on parle de groupe primaire, c'est généralement des groupes dans lesquels tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde et euh, tout le monde connaît tout le monde écoute, peut saluer tout le monde. C'est-à-dire, il y a des relations entre les individus. Mais quand on est, par exemple, quand on est genre à 60 personnes, 40 personnes, ça commence à être un peu très lourd. Donc, c'est plus difficile de se familiariser avec tout le monde, étant donné que le principe de dynamique de groupe, c'est comme c'est ici et le maintenant. Donc, l'association de face à face, comme les psychosociologues l'appellent, devient un peu beaucoup plus difficile, beaucoup plus impossible. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les groupes primaires sont des groupes, on dit que les groupes primaires sont des groupes sociaux de taille restreinte, avec des relations de face à face directes entre personnes qui se connaissent. Donc, on dit groupe primaire ou groupe restreint. Donc, tandis que, en fait, en d'autres mots, on va le dire comme ça, en d'autres mots, donc, dans les groupes primaires, tout le monde
On va dire par défaut, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde. Donc, on connaît tous les membres. D'accord? On tutoie tout le monde, on connaît tout le monde. Donc, il n'y a pas de relation vraiment hiérarchique entre les membres. Donc, c'est beaucoup plus une relation plate, d'accord? Une relation un peu horizontale, donc, qui existe entre les membres du groupe. Donc, en fait, je disais que dans un groupe primaire, les relations sont intersubjectives. Et c'est le jeu le tue, d'accord? Le jeu le tue, et puis chaque personne est considérée du point de vue de sa subjectivité. On connaît tout le monde et puis on peut rapprocher tout le monde. Donc, dans le groupe, on sait que c'est un tel, donc c'est un tel, c'est quelqu'un qui a fait là un enfant, donc il n'a pas de mari. Donc, écoute, on sait que voilà ce qu'on devrait faire. Donc, écoute, si on est sorti avec elle, c'est mieux de la déposer parce qu'elle habite là où elle habite. En fait, on ne va pas trouver des taxis à 7 heures ou il n'y a pas de camionnette qui passe pour devant sa maison. Donc, on connaît l'histoire des gens, on connaît en fait la vie des gens, et les gens deviennent, en fait, c'est comme parce que les groupes, c'est que dans ces groupes-là, il existe aussi une sorte de fraternité qui se crée entre les membres, entre les différents membres. Donc, c'est important de le noter aussi. Donc, la relation entre le jeu et le tu, c'est une relation intersubjective, et une relation intersubjective qui se construit dans ce qu'on appelle la reconnaissance. Donc, moi, je te reconnais comme membre du groupe. Étant donné que je te reconnais comme membre du groupe, je te reconnais aussi en fait, écoute, comme membre du groupe du groupe dont je fais partie. C'est-à-dire, donc, d'une part, donc, toi et moi, on est des égaux parce que je te connais, moi je suis membre du groupe, et pour ce groupe-là, et pour toi, toi aussi, tu es membre de ce groupe. Donc, on a quelque chose en commun, on partage des choses, on partage des valeurs, on partage des habitudes aussi, parce que tous les jeudis, on se rencontre, tous les jeudis, on se rencontre pour parler, je ne sais pas, de la Bible, d'accord, si c'est un groupe biblique, on se rencontre tous les jeudis pour parler de ce qui se passe dans le quartier, on se rencontre tous les mardis pour parler de la science, d'accord, donc écoute, ceux qui sont membres de ce groupe ont au moins je ne sais pas, un baccalauréat en psychologie ou en sociologie, en astrologie, en astrophysique, etc. Donc, c'est-à-dire les groupes, d'accord, il y a des conditions pour être dans les groupes, d'accord? Donc, pour être dans ce groupe, par exemple, il faut être chrétien, il faut être baptisé, donc ça, c'est pas un groupe baptisé, etc. Donc, les groupes de dames, c'est-à-dire, si tu n'es pas encore marié, tu peux pas être dans ce groupe. Donc, on essaye de mettre des balises, on essaye de poser des conditions. Naturellement, en regardant les chartes d'un groupe, écoute, il n'y a pas de doute, c'est construit pour exclure du monde. D'accord. C'est construit pour exclure du monde parce que tout simplement, tout le monde ne peut pas être membre d'un groupe. Donc, il y a toujours des critères d'exclusion. D'accord? On s'inclut parce qu'on respecte ces critères, donc il n'y a pas des critères d'inclusion, mais généralement, il y a des critères d'exclusion et ces critères d'exclusion excluent les non-membres. D'accord? Et les membres sont fiers de pouvoir dire, écoute, moi, j'appartiens à tel groupe, etc., dont je respecte ces critères-là. Bon, maintenant, les groupes primaires, on dit que c'est des groupes de petite taille. On disait aussi que les membres entretiennent des relations plutôt stables, solidaires, fortes. La socialisation primaire, les formes idéaux et moraux des individus, d'accord? Donc, le degré d'intimité entre les membres, bon, si vous voulez, je veux dire plutôt de familiarité, donc entre les membres, donc, est très important. Donc, le contrôle social est plutôt informel dans ces groupes, tandis que dans les groupes secondaires, c'est tout l'inverse. D'accord? On parle de groupes généralement de grande taille, et puis, les membres entretiennent entre eux des relations, mais ces relations sont de nature fonctionnelle.
d'accord, hiérarchique, comme on l'a dit, et la solidarité est plus faible parce que tout simplement, tout le monde ne connaît pas tout le monde. Donc, il se dégage quand même ce qu'on appelle une identité de groupe, ça on est conscient, donc euh, en fait, on peut prendre l'exemple des Rotary d'Haïti, on peut prendre l'exemple d'autres groupes Toastmasters, etc. Donc, c'est des groupes de ce genre, qui sont des groupes un peu secondaires, donc de nature fonctionnelle. La solidarité est plus ou moins faible, mais tandis que on peut parler d'un groupe de Toastmasters aussi, ou par exemple, c'est par exemple Toastmaster de Delma 30 ou 33 par exemple. Là où l'on sait que, par exemple, c'est un groupe qui est formé nouvellement, ou peut-être pas nouvellement, mais on sait qu'il y a juste 20 membres, ou fait 15 membres dans ce groupe. Donc là, on est plutôt dans un groupe primaire, d'accord? Donc, même si Toastmaster, de manière générale, d'accord, en fait, c'est un grand groupe, mais ce Toastmaster-là dont on parle, là, c'est-à-dire Adelma 33, par exemple, écoute, là, on parle d'un groupe primaire parce que tout simplement, en fait, l'un des premiers critères, c'est la taille, parce qu'il y a 10 membres et tout le monde connaît tout le monde dans ce groupe-là. Mais tout le monde ne connaît pas tout le monde dans tous les Toastmasters, etc. Donc, maintenant, quand on monte un peu plus haut à l'échelle, on verra que, écoute, c'est un peu plus compliqué donc, de parler de groupes secondaire. Donc, c'est ça. Donc, les membres entretiennent des relations, mais les relations sont de nature fonctionnelle, d'accord? Tandis que là-bas, en fait, dans les groupes primaires, les relations sont plutôt en fait, fortes, solidaires. Donc, c'est autant de choses en fait, c'est autant de différences en fait, qui existent entre un groupe primaire et un groupe secondaire. Bon, maintenant, on parle aussi de groupe d'appartenance et de groupe de référence. Alors, en fait, c'est quoi un groupe d'appartenance? En fait, c'est réunion de personnes ou d'organisations dont l'individu, d'accord, fait partie concrètement ou psychologiquement. Mais il peut s'agir aussi d'une association, d'une fédération de professionnels, de syndicats. C'est-à-dire, si on prend, en fait, on va prendre par exemple, cette j'invite prendre, je sais pas, mais je peux prendre le syndicat des enseignants. Des enseignants en Haïti, le syndicat des enseignants, écoute, ça c'est un groupe d'appartenance. C'est-à-dire, on dit, écoute, je suis membre du syndicat, peut-être qu'on ne connaît pas tous les membres du syndicat, peut-être qu'on ne connaît personne dans le syndicat, donc, mais on est quand même membre, d'accord, du syndicat. Et si le syndicat entre en grève, on est en grève. D'accord? Ça peut être aussi un club sportif, d'accord? Écoute, en fait, on se considère en fait, comme membre de Tempête Belle-Colombe ou de Baltimore Tête de Mort, de Saint-Marc, en fait, ou de Barcelone, de Real Madrid, etc. Donc, ça, c'est des exemples des groupes d'appartenance. Donc, euh, on ne connaît pas tout le monde, on ne connaît personne peut-être, et puis on adhère à certaines choses. On n'a pas signé non plus forcément pour. Ça dépend. Donc, par exemple, on va dire pour l'ordre, par exemple, des avocats ou pour l'ordre des médecins, donc pour l'ordre des ingénieurs, par exemple, c'est des groupes d'appartenance. On a signé, ça nous permet aussi d'avoir accès à certaines choses. Par exemple, pour certains postes, et on doit être membre de l'ordre, on doit être membre de l'ordre des médecins, d'accord, pour avoir certains postes. Pour avoir certains postes, on doit être membre de l'ordre des ingénieurs parce que tout simplement, c'est des groupes de contrôle aussi qui permettent de dire, écoute, oui, lui, il a réellement son diplôme d'ingénieur, etc., ou son diplôme de médecin. Donc, il y a l'ordre des psychologues aussi. Donc, pour avoir certains postes, en fait, la plupart du temps, il faut être membre de l'ordre des psychologues. Donc, là, je parle pour le Québec, par exemple. Donc, mais je sais qu'en Haïti, il y a certains ordres aussi, d'accord, il y a certains ordres. Quand on est membre de l'ordre, d'accord, par exemple, je crois en fait, l'un des ordres les plus connus, c'est l'ordre c'est le barreau.
Donc, ça nous donne accès ça nous donne droit à certains privilèges. Ça, c'est des groupes d'appartenance. Tandis que quand on parle des groupes de référence, en fait, c'est une personne ou un groupe de personnes, d'accord, qu'un individu utilise de manière significative pour évaluer ou former ses croyances, ses attitudes. Donc, ces attitudes sans nécessairement faire partie de ce groupe. Donc, euh, là, en fait, un groupe de référence, on peut parler par exemple des sociologues, d'accord? C'est des groupes de référence dans le pays. On peut parler en fait, par exemple, des paysans, c'est des groupes de référence, des étudiants. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas étudiants, d'accord, ou étudiants, mais qui parlent, qui prennent en référence des étudiants. Donc, des groupes de référence, ça nous permet de nous référer et d'avoir une certaine légitimité quand on parle de ces groupes. Donc, parfois, on ne fait pas partie, d'accord, sans nécessairement faire partie de ce groupe. On peut en parler, on peut les citer, d'accord? Donc, ça, c'est des groupes de référence. Donc, en groupe de référence, un groupe de référence, un groupe d'appartenance, le groupe d'appartenance, d'accord, c'est un groupe social auquel l'individu appartient du fait de son statut. C'est-à-dire, mon statut en tant que médecin en fait, me confère le droit de faire partie de ce qu'on appelle l'ordre des médecins. Il définit la place occupée dans la hiérarchie sociale. Or, donc, il appartient au groupe des médecins. Le groupe d'appartenance est celui qui inspire le rôle, d'accord, que les autres peuvent atteindre de l'individu. Donc, les groupes de référence, tandis que les groupes de référence, en fait, c'est un groupe social porteur de valeurs, de normes désirables. C'est-à-dire, on souhaite tous, d'accord, appartenir, par exemple, on parle des intellectuels. C'est-à-dire, quand on parle des intellectuels, on parle d'un groupe. Ça, c'est un groupe de référence, d'accord? Il sert de modèle quand on parle de groupe de référence. Tandis que les groupes d'appartenance, d'accord, en fait, nous permettent de nous statuer, d'accord, de nous situer sur ce qu'on appelle l'échelle sociale, d'accord? Donc, c'est ça. Donc, le groupe de référence est à l'inverse, c'est-à-dire à l'inverse du groupe d'appartenance, d'accord, beaucoup plus électif. D'accord? Et il a une double dimension, c'est comparatif et normatif. Il peut être aussi différent du groupe d'appartenance et entraîner une socialisation anticipatrice. C'est-à-dire, quand on dit pas, quand on prend en référence les intellectuels, par exemple, quand on prend en référence les intellectuels, par exemple, on sait qu'on parle d'un groupe qui, qui partagent des valeurs, qui sont les personnes les plus, on va dire ça, les mieux scolarisées dans le pays et écoute, et qui ont un droit de cité. Donc, et c'est valable pour différents groupes de référence dans le pays. Bien, on avance. Donc, le groupe, en fait, pour résumer pour vous, le groupe n'est pas l'addition des membres, mais c'est plutôt l'interaction qui se développe, d'accord, quand on parle d'un groupe, c'est plutôt l'interaction qui se développe parmi les membres, quand on parle de dynamique de groupe. Et ces interactions forment ce qu'on appelle la dynamique de groupe. Ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire, on a un schéma ici pour plusieurs membres d'un groupe. D'accord, là, on est deux, quatre, six, sept membres d'un groupe, par exemple. Vous voyez, en fait, ici, cet individu a une relation avec cet individu, tandis que cet individu, il y a rien qui lie cet individu avec cet individu personnellement. Donc, c'est pour vous dire que les relations deviennent beaucoup plus complexes. Par exemple, celui qui est au centre, là, ou celle qui est au centre, en fait, il a une relation avec individu alpha, bêta, gamma, etc.
et tandis que cette personne-là, c'est seulement X qui a une relation avec elle. Donc, pour dire que les relations de groupe sont un phénomène en fait, vraiment complexe. Bon, maintenant, je pense que je ferai une pause et je ferai une pause avant d'aller dans ce qu'on appelle la dans la sociométrie de Montréal.